Ici Jacques Languirand, voici en balado-diffusion la 3e heure de notre émission sous la thématique La nature et la vie. Et 3e heure de l'émission par 4 chemins, 3e heure, et j'ai le plaisir vraiment de vous communiquer des tas d'informations que j'ai trouvées dans ce livre trop vite. Trop vite. Pourquoi nous sommes prisonniers du court terme? Un livre de Jean-Louis Servan-Schreiber, tout à fait remarquable chez Albin Michel, dans lequel il parle de l'accélération, le fait finalement que la vitesse a engendré le court-termisme, pour employer sa formule. On se retrouve dans un petit moment. Eh bien, nous y voici, à propos de l'ouvrage de Jean-Louis Servan-Schreiber, Pourquoi nous sommes prisonniers du court terme, chez Albin Michel. Très important, me semble-t-il. Comment la vitesse a engendré le court-termisme, puisqu'il dit « La vitesse, c'est nous qui l'avons inventée, puis adorée. Mais ce boomerang est en train de nous rattraper. La vitesse continue de nous griser, au point de nous rendre aveugles sur les abîmes où elle nous entraîne. Nous avons aimé ce flirt avec la mort, tant que nous pensions pouvoir, au final, le contrôler. Mais, comme souvent, notre créature nous a échappé. Elle risque de nous dévorer non seulement individuellement, ce qu'elle faisait déjà de longue date, mais collectivement. Les plus lucides d'entre nous commencent à chercher fiévreusement la pédale de frein ou le bouton stop, c'est-à-dire en vue de cesser cette accélération et puis d'arrêter cette vitesse, finalement, qui est la nôtre, dans tous les jours que nous vivons depuis quelque temps. Mais le bouton stop, il n'est pas sûr qu'il existe. Avant les humains, le monde changeait au rythme de la dérive des continents, de l'érosion des montagnes, on croit rêver, hein? De l'évolution des espèces, parlez-donc, de l'alternance des saisons, à la rigueur, puis sont arrivés nos ancêtres, des créatures évoluées pendant quelques centaines de milliers d'années. Il ne leur a fallu piquer un sprint que pour attraper une proie ou sauver leur vie, alors que le temps qu'ils ont mis à essaimer la planète à partir de leur Afrique natale se compte en centaines de générations. On marchait au pas et l'on mourait en route. Il y a seulement 5000 ans que nous avons mis notre service, je devrais dire, le cheval. Seulement 5000 ans. Et pendant longtemps, celui grâce auquel nous pouvions enfin aller plus vite que nous-mêmes ne nous a servi qu'à porter ou traîner les charges trop lourdes pour nos épaules. Notre nouveau complice, attelé à des chars de combat, a montré que la vitesse pouvait mener à la victoire. La grande course était lancée. Là, il se lance dans toute une explication sur l'évolution de la vie à travers la Grèce antique, à travers les premières Olympiades, etc. Et puis, plus loin pour nous dire que nous sommes, attendez, il ne faut pas que je me trompe, des tachysantropes. Tachysantropes, c'est-à-dire que ça suppose, oui, c'est la recherche de l'accélération crée un monde où domine la tachynomie, autrement dit la vitesse devenue norme. Tachynomie, voilà, c'est ça. Maintenant, on vit avec la vitesse. Il dit, j'imagine le génie de la lampe d'Aladin à qui j'aurais exprimé ce souhait, je voudrais vivre 2 fois plus longtemps et travailler 2 fois moins, comme mon grand-père Joseph, mort en 1904. Accordé. Et en plus, tu pourras voyager 10 fois plus vite que lui pour 10 fois moins cher, communiquer avec le monde entier, tout en marchant dans la rue, recevoir sur un écran, dans ton salon, tous les spectacles de toutes les connaissances du monde. Je ne te demande même pas de me donner ton âme en échange. Prévois seulement une petite contrepartie. Tu te plaindras souvent de manquer de temps pour profiter de cette abondance. Ah, voilà peut-être le mot, hein? Inconvénient que nous vivons au quotidien, mais il ne pèse guère en face des avantages que nous a permis cette stupéfiante accélération du monde en 3 générations.
accélération des inventions, de la production d'objets à moindre coût, des transports et des communications, de l'information, de l'élargissement de nos réseaux, de la circulation de l'argent, des avancées médicales, des politiques, oui, des politiques de redistribution sociale qui rendent nos sociétés plus sûres et plus justes, malgré nos inévitables impatiences de citoyens et d'électeurs. Il suffit de prendre un peu le recul historique pour réaliser la rapidité de ces transformations. Vitesse, accélération, je me suis souvent demandé ce qui nous y pousse à ce point. Sont-elles, selon la formule de Paul Morand dans L'Homme pressé, il le cite, l'équivalent moderne de la pesanteur, l'impulsion vraie de l'univers? Ou encore, il cite plus loin Kundera qui dit « La seule nouvelle extase », ça d'après lui, c'est ça, la nouvelle extase, c'est la vitesse offerte par le monde moderne. Il est possible que le cosmos dans son entier soit en accélération. Ce débat entre astrophysiciens, voulais-je dire, n'est pas encore tranché. Nous avons tout bouleversé en introduisant la vitesse. C'est pour ça que je parle si vite, hein? C'est parce que je veux donner une démonstration de ce qu'est la vitesse. Voilà. Alors, tout bouleverser en introduisant la vitesse, en l'élevant au niveau d'un mode de vie, d'un objectif permanent de progrès. Permanent de progrès. Sur le seul plan physique, les performances sont impressionnantes, mais qu'un champion puisse courir le 100 mètres en moins de 10 secondes ou rester 9 minutes sous l'eau sans respirer ne change guère mon sort, ni celui de mon voisin de palier. En revanche, c'est notre acharnement séculaire à trouver les moyens de transcender nos limites corporelles et intellectuelles qui a créé la civilisation humaine, dominée par la vitesse. Oui, c'est évident, c'est le règne de l'instantanéité, voilà l'idée. Tout ça est provoqué par l'accélérateur majeur du progrès, qui s'est révélé être la vitesse au service de laquelle nous avons mobilisé toute notre capacité créative. Je vous rappelle qu'on est en train de se parler de ça actuellement. Pourquoi nous sommes prisonniers du court terme? Tout est trop court, il faut faire très très vite pour tirer le coup. Alors, donc, le livre, oui, s'intitule « Trop vite ». Trop vite. Trop vite, car vitesse des communications qui nous permettent d'être informés de tout immédiatement. Songeons qu'au moment de la Révolution française, il fallait 10 jours pour apprendre à Paris un événement qui venait d'avoir lieu à Perpignan. 10 jours. 5 depuis Lyon et 2 s'il avait eu lieu à Reims. On parle avec des termes français, mais vous savez de quoi il s'agit quand même. Hein? On pourrait dire la même chose pour nous, bien sûr. Aujourd'hui, relié à Paris en 30 minutes avec le TGV Est, la conquête ultime n'est-elle pas celle de l'instantanéité dans la relation à l'autre, où qu'il soit sur la planète? Toutes les accélérations appliquées aux objets matériels finissent par rencontrer leurs limites physiques. Les automobiles, avions ou fusées, après des progrès inouïs, ont fini par plafonner. C'est l'électronique qui nous permet d'aller jusqu'au bout de cette logique. L'instantanéité, aboutissement ultime et extension directe des aptitudes de notre cerveau, car si l'ordinateur et Internet restent inférieurs à nos simples neurones pour penser et imaginer, ils les surpassent en capacité de mémoire, de stockage et de transmission. Notre cerveau a enfin trouvé sa vraie prothèse. Activable à tout moment, sans le moindre délai. Nous avons franchi une étape nouvelle et décisive qui s'inscrit directement dans nos évolutions en tant qu'espèce. Nos cerveaux n'ont pratiquement plus besoin de nos corps, oui, pour connaître, pour communiquer, pour partager avec d'autres. La conquête de la vitesse, des transports, passe au second plan. L'homme pressé qui mesurait il y a peu, en fait, le progrès à l'extension de son rayon d'action et à sa rapidité de déplacement, pourrait choisir de redevenir sédentaire.
Sans déplacer son corps, il peut entrer en liaison intellectuelle, vocale, visuelle avec tous ses semblables. La noosphère, beau concept popularisé par Teilhard de Chardin il y a un demi-siècle par là, n'est plus seulement une idée poétique ou spirituelle. Elle s'est matérialisée et rétrécie à l'ensemble de l'humanité par l'interconnexion électronique. Comme on voit, tout se tient autour de cette idée de la vitesse. L'accélération de nos vies n'a pas seulement modifié notre mode d'existence, elle joue sur notre psychisme et devient même une drogue addictive. Tant d'adolescents traversent une période où la simple conduite d'un 2 roues à plein régime leur tient lieu de rite initiatique au monde adulte. La pure vitesse physique, celle qui les met directement en danger, leur offre ce dont on manque souvent à cet âge, un fort sentiment d'exister. Voilà. Intéressant, hein? Je suis absolument bouleversé par toutes ces informations tripatives et troublantes en tous les cas. Il parle aussi de la mère du court-termisme, le court-termisme. Imaginez la formule. Faire la liste des dommages qu'elle laisse dans son sillage est salutaire en politique, économie et finances, environ bien sûr, mais aussi dans nos rythmes quotidiens, relations aux autres et gestion de notre propre parcours de vie. Nous en avons recensé un inventaire impressionnant. La recherche désormais instinctive du chemin le plus court, la primauté de l'urgence sur l'importance, la pression sur les résultats, sont toutes filles de la vitesse. Ensemble, elles ont engendré une situation de court-termisme généralisé dont nous ne sommes même plus toujours conscients. La société où nous passons le reste de notre vie est devenue un bolide dont la portée des phares diminuerait en proportion de son accélération. Quel passager d'un tel engin ne demanderait à en descendre? Mais, sauf à devenir ermite ou anachorète, cette option ne nous est pas offerte. Les pièges que nous tend l'accélération du monde ont refermé sur nous le filet du temps. Nous avons collectivement perdu la mémoire des rythmes d'existence des générations précédentes. Au début du siècle dernier, il fallait ainsi plus d'1 mois pour relier par la mer Marseille à Shanghai. La montre bracelet venait d'être inventée par Louis Cartier, mais son ami, l'aviateur Alberto Santos Dumont, et personne d'autre n'en portait encore. Les amoureux s'écrivaient à la main, des mots qu'ils s'envoyaient par la poste, les plus aisés les faisaient porter. Pour rencontrer quelqu'un, on passait chez lui sans prévenir, etc., etc. Un autre monde. Les soirées étaient longues et mal éclairées. Si l'on ne sortait pas, on lisait ou tricotait. La vie s'étirait dans un temps bien moins tendu. Voilà de quoi il s'agit. Eh ben voilà. Hiou, essoufflant. Vite, trop vite. Le présentéisme. Ça serait ça un nouveau mot d'ordre d'après lui. Je parle de Jean-Louis Servan-Schreiber dans son ouvrage « Trop vite. Pourquoi nous sommes prisonniers du court terme ». Il dit ce présentéisme, toujours la présence, toujours le présent, trouve une justification intellectuelle supplémentaire dans les pensées orientales qui relaient nos philosophies occidentales en perte de vitesse. Celle-ci enseigne qu'on ne vit et surtout ne ressent qu'au présent. Il n'y a même, selon le bouddhisme ou le taoïsme, que du présent. Présent du passé, la mémoire, présent du futur, l'imagination et surtout présent de l'instant. Le seul que nous puissions vivre pleinement. La recherche du bonheur et du bien-être dans toute démarche de développement personnel passe par cette claire conscience de l'instant. Les méthodes pour y parvenir sont toutes plus ou moins dérivées de la méditation, dont les bénéfices sont multiples. Plus loin, il dit, le procès de la vitesse, de l'accélération et du court-termisme. Le court, trait d'union, termisme. Court terme. De nos vies modernes est facile à instruire. Les exemples des perturbations, drames et crises qui en résultent abondent. Il est vital pour nous de les recenser, de les expliquer.
si nous ne voulons pas continuer à en subir passivement les conséquences. Pour autant, qui serait prêt, malgré une telle analyse, à renoncer à tous les avantages de la modernité? Nous la chargeons par réflexe de tout ce qui nous dérange, mais au total, nous ne vivons pas si mal. Sortir du système reste toujours possible à titre individuel. Ceux qui le font apprennent assez vite à quoi ils renoncent, en échange d'un apaisement de leur rythme de vie. Mais, à l'échelle de l'humanité, il est bien tard pour y songer. Pour autant, ce serait folie de poursuivre le business as usual sans avoir une conscience plus claire des risques qu'il nous fait courir. En général, quand nous avons identifié précisément les risques, nous nous donnons de bonnes chances au moins de les réduire. Le court-termisme s'est étendu subrepticement à presque tous les secteurs de nos activités, de la politique à la vie de couple, en passant par la finance et la gestion de notre santé. Il consiste à ne pas s'attarder sur les conséquences de nos décisions. Il nous empêche de ce fait de voir où il nous mène. Est-il enfin besoin de rappeler ce qui est devenu une évidence, les conséquences à court terme de notre court-termisme collectif en matière d'environnement? Tiens, par exemple, cette double crise financière et écologique qui ne laisse plus aucune excuse à ceux qui ne veulent pas voir où nous nous précipitons. Trop vite, nous sommes prisonniers du court terme. Trop vite. C'est le titre de ce livre. Et un peu plus loin, qu'est-ce que je trouve? Encore des explications sur ce phénomène-là. Par exemple, on parle de la démocratie inadaptée à la frénésie des médias, puisque nos institutions démodées par leur lenteur aussi. Alors ça m'a beaucoup frappé. Tout à coup, je me suis dit, c'est drôle qu'on vive aussi rapidement et que tout à coup, on constate la lenteur de certains organismes et de certains systèmes. On va le voir ici, les bouleversements en cours sont porteurs de conséquences comparables sur la vie des affaires, de la politique. On ne sait plus où commence le délit d'initié, ni comment conserver la discrétion des discussions et les débats à l'intérieur d'une organisation, d'une entreprise, d'un parti ou d'un syndicat. Désormais, notre téléphone portable peut révéler où nous sommes, à qui cherche à le savoir. Nos courriers électroniques circulent sous l'œil de Google ou d'Interpol et nous participons à la confusion en réclamant à la fois le maximum de secrets pour nous et la transparence de la part des autres. Il y a quelque chose là. Hein? Il y a quelque chose là. Si l'opinion a récemment pris une place prépondérante au point de devenir l'interlocuteur quotidien de tout gouvernant, ce n'est pas seulement du fait de l'affaiblissement des corps intermédiaires ou de l'usure des partis, de l'usure des syndicats. Les médias et surtout Internet donnent aux citoyens les moyens d'intervenir en direct dans le débat politique. La démocratie représentative, fille du siècle des Lumières, a été pensée au temps des communications lentes et de l'information rare. L'arbitrage final était délégué aux élus, seuls en contact avec les centres de décision. Ces justifications ont disparu, puisque tout le monde en est au même niveau d'information en même temps. Les gouvernants doivent désormais faire coexister deux systèmes politiques en parallèle, l'un en voie d'usure, le régime d'assemblée et de parti, l'autre inorganisé, mais puissant, l'opinion et la société civile. C'est vrai qu'il y a un décalage. Hein? Les institutions sont extrêmement lentes, paraissent comme telles, et pourtant à l'intérieur on court, tout le monde court, tous les gens qui sont à l'intérieur du système courent eux aussi, pourtant tout est lent d'une certaine façon. Il dit, selon Jacques Julliard, le court-termisme politique résulte d'une différence des temporalités, car la démocratie est aujourd'hui menacée par l'instantanéité, représentée par deux choses, l'opinion publique, que l'on peut mesurer à tout instant, et Internet, par lequel elle s'exprime. Par rapport à la démocratie du passé, ces deux systèmes fonctionnent à l'instantanéité, alors que naguère, la démocratie était fondée sur le décalage temporel entre la formation de la volonté générale et sa mise en œuvre à travers le suffrage universel.
En se complexifiant, les démocraties modernes deviennent plus court-termistes. Plus loin, il parle du philosophe allemand Edmund Husserl, que je vais vous communiquer ça dans un petit moment, si vous êtes sage. J'en étais à vous parler du philosophe allemand Edmund Husserl. Edmund Husserl. H-U-S-S-E-R-L. Voilà. Qui établissait une correspondance directe entre le temps et le pouvoir démocratique. Le passé appartient au pouvoir judiciaire, à sa capacité de juger le déjà devenu. Dans le présent se réalisent les fonctions de gestion et d'administration qui incombent au pouvoir exécutif. Quant au législatif, c'est en direction du futur qu'il oriente sa compétence. À une époque obsédée par le présent, il n'est donc pas surprenant que le pouvoir législatif soit si affaibli. C'est intéressant comme formule. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que les électeurs éprouvent une déception croissante vis-à-vis de la démocratie parlementaire. Un régime politique de moins en moins apte à tenir ses promesses et à satisfaire leurs réclamations. Ensuite, je me suis dit que j'irais à la page 109 où il se passe quelque chose de très important. Ah oui, il y a acheter plus vite, plus souvent. Quelle formule merveilleuse. Hein? Acheter plus vite, plus souvent. Dans l'activité d'un pays, la croissance de la consommation est centrale puisque les dépenses des ménages comptent pour plus de la moitié du produit intérieur brut. Tout ce qui la pousse, l'accélère, est considéré comme positif, comme une mesure de la santé économique. Si elle progresse ou ne s'inquiète pas, si elle fléchit, tout gouvernement est sommé de mettre en œuvre les moyens de la relancer. L'essentiel de la production des entreprises d'un pays moderne n'est-il pas consacré aux produits de consommation? Une fois que les besoins de base sont satisfaits, il faut, pour continuer à vendre, avant tout, donner envie. Donner envie. Le rapport aux objets déconnecte de plus en plus l'utile de l'agréable. L'obsession stratégique ressemble à la devise olympique « Faire acheter davantage, plus vite et plus souvent. » Faire acheter davantage, plus vite et plus souvent. Plus cher aussi, si l'on peut, mais c'est secondaire, car la tendance actuelle consiste à baisser les prix pour se rattraper sur les volumes. Plus loin, on parle de quoi? On en parle ici, là. Oui, tiens. La logique de cette œuvre foisonnante échappe à toute autre raison que la rage de survivre de chaque concurrent face aux autres. Habituée dès notre naissance à cette abondance, elle finit par nous sembler normale. Seule la démonstration de plus en plus convaincante que ce gâchis appauvrit notre planète à une vitesse, elle aussi accrue, pourrait nous inciter à nous poser de nouvelles questions. À l'origine, il y a le mimétisme, dont le philosophe René Girard fait le principal moteur de progrès des sociétés humaines. Ce que possède mon voisin, mon semblable, il me le faut aussi, hein? Le désir que manifeste l'autre crée le mien. S'agissant de biens rares, joyaux, territoires, couronnes, ressources naturelles, la solution des conflits de désir n'a cessé dans l'histoire de provoquer drames, trahisons, meurtres et guerres. Une nouveauté devient à la mode lorsqu'elle occupe l'imagination d'un grand nombre de gens autour de moi. Là encore, le but du jeu est de diriger le phénomène pour l'accélérer. Voilà l'idée. Le vêtement qui, de tout temps, s'est redéfini avec chaque génération ou transformation sociale est donc le domaine privilégié du renouvellement psychologique des besoins. Pour pousser à la consommation, il faut porter à son comble le sentiment d'éphémère, d'instant à saisir, bref, de tout de suite ou pas du tout. Avant, on misait sur la durabilité des produits, la certitude de trouver ce que l'on cherche ou, au moins, de pouvoir le commander vite. Le tout dans une stabilité rassurante des prix. Tout ceci est en train de voler en éclats
transformant le shopping en un jeu de hasard, et de ce fait en divertissement, en dérivatif des vrais soucis de la vie. Cette notion est depuis des décennies au cœur des mécanismes de la société de consommation. Elle consiste à organiser, d'une manière ou d'une autre, un renouvellement accéléré de l'achat des produits par les consommateurs. On se retrouve bien là-dedans, non? M'a-t-il semblé? Bien. L'obsolescence de la fonction est introduite dans la conception même du produit. On prévoit donc que dans le produit que l'on vend, il y a quelque chose qui sera appelé à briser ou soit à s'user rapidement, etc. L'obsolescence, en fait. Elle peut, par exemple, rajouter de nouvelles fonctionnalités que le client en ait besoin ou pas. Les rois de la matière sont les fabricants de logiciels et de programmes informatiques, dont les mises à jour s'offrent presque chaque matin à l'ouverture de nos écrans. Madame Dumais, ne me faites pas rire. La plupart sont gratuites, mais périodiquement, les Microsoft de ce monde décident que leur système d'exploitation actuel est périmé et mettent en vente une nouvelle version forcément plus performante. On peut continuer à utiliser la précédente, mais avec un sentiment de plus en plus gênant. Gênant d'avoir été lâché dans la côte par le peloton. Comme ces mises à jour nécessitent une capacité de mémoire chaque fois plus grande de notre ordinateur, arrive le jour où elles nous poussent à acheter le dernier modèle plus puissant. L'ensemble de l'industrie de l'informatique est une horloge de précision en matière d'obsolescence programmée. C'est très joli, ça. Hein? Il faut le rappeler, hein? L'ensemble de l'industrie de l'informatique est une horloge de précision en matière d'obsolescence programmée. Parfois, il faut arriver, n'est-ce pas, à pouvoir ne plus se souvenir de quelque chose. Voilà. Alors, ça me fait penser à une anecdote assez surprenante, forcément apocryphe, d'un Einstein à qui l'on demandait son numéro de téléphone et qu'il cherche dans l'annuaire. On s'étonne et il répond, mais pourquoi m'obliger à me souvenir de quelque chose que je peux trouver dans un livre sur mon bureau? C'était avant Internet, mais s'applique exactement au problème actuel. Pourquoi le faire? Sans doute seulement pour conserver un peu de mémoire. Peut-être que l'individu du 21e siècle pourra apprendre à se servir différemment de son cerveau en évitant de le surcharger de tout ce qui est facilement accessible. Tiens, il y a quelque chose là. Je ne suis pas obligé de me souvenir de telle chose parce que j'ai qu'à ouvrir l'ordinateur et regarder, c'est dedans. À telle place du système. Vous ne trouvez pas, il y a quelque chose là. Peut-être sommes-nous en train de passer dans notre vie intellectuelle du patient jardinage inculqué à l'école à l'économie de cueillette, au jardin d'Éden où tout nous est offert et où il importe seulement de savoir repérer le vrai, l'utile et le non toxique. Les qualités requises deviennent la disponibilité, la réactivité, la spontanéité, l'intuition, qui relève plus de dispositions individuelles que de l'accumulation d'expériences de vie et d'un apprentissage formel. L'attention est constituée de 3 dimensions. La capacité à se concentrer sur une tâche ou une pensée, la capacité à repérer les changements dans son environnement et la capacité à adapter son attitude en réaction à ces changements. Voilà. On voudrait voir en l'homme moderne un citoyen indépendant, doté d'esprit critique, capable de s'orienter sur les autoroutes de l'information, d'utiliser les immenses ressources d'Internet comme un moyen d'épanouissement personnel. Les nouvelles technologies devraient nous permettre d'accroître notre capacité d'attention, c'est-à-dire notre faculté à comprendre notre environnement et à nous adapter à ces évolutions. Mais la réalité est tout autre. La grande majorité des internautes n'a envers les outils de recherche sur Internet qu'un rapport de consommateur d'informations prédigéré et déjà interprété, selon Maggie Jackson. Alors enfin, la surabondance d'informations sur le web conduit à un phénomène
de saturation qui rend difficile leur analyse rigoureuse. Et le psychologue de l'Université de Claremont, vous savez, le fameux Mihail Csikszentmihalyi, vous savez, il confirme « L'abondance d'informations ne nous incite pas à chercher des réflexions originales avant d'aller voir sur Internet. » Comme l'avait écrit en 1950 le gourou des médias, on parle de mon gourou, Marshall McLuhan, les médias ne sont pas seulement un moyen de s'informer, ils modifient notre processus de pensée. Le web, par son universalité d'usage, représente une sorte d'aboutissement de la société médiatique, mais au prix de notre capacité de concentration et de contemplation. Finalement, il dit, c'est un professeur de neurologie à George Mason University, oui, qui explique combien notre cerveau est souple et les cellules nerveuses remplacent constamment d'anciennes connexions par de nouvelles. Il peut se reprogrammer en modifiant ses propres processus. On ne sait pas encore clairement comment Internet modifie notre cerveau. Tiens, on ne sait pas encore clairement comment Internet modifie notre cerveau, mais il a une influence sur son fonctionnement. On en est sûr désormais. Ben voilà, devant les hyperstimulations de nos facultés mentales, on peut comprendre la démarche des mouvements slow, nés dans le sillage du slow food, dont je vous ai déjà parlé, vous vous souvenez, imaginé au début du siècle par l'Italien Carlo Petrini. Lui-même souhaitait réagir à l'invasion du fast food dans la péninsule et a lancé une association de gourmets, 40 000 en Italie, revendiquant leur droit à prendre leur temps pour cuisiner et savourer. Depuis, l'idée a gagné bien d'autres domaines. Slow travel, slow fashion, slow money, qui veut reconnecter les investisseurs avec le lieu et l'objet de leur investissement. Alors même, jusqu'à la création en Norvège de l'Institut mondial de la lenteur, qui étudie pour certaines entreprises les moyens de lancer une slow production. C'est bien pour dire. Mouvement sympathique face au tsunami d'Internet. Leur impact reste symbolique mais salutaire. Qui n'aurait envie certains jours d'en devenir militant intermittent? Puisé dans l'ouvrage de Jean-Louis Servan-Schreiber, Trop vite, c'est le titre. En sous-titre, Pourquoi nous sommes prisonniers du court terme, aux éditions Albin Michel.